Alors, j'ai le plaisir de traiter l'histoire de l'enseignement vétérinaire et de la première école vétérinaire au monde. Donc, un petit peu d'histoire. Et on aurait pu intituler cette conférence « Claude Bourgelat, père de la médecine vétérinaire », car il va être question de cet homme qui est à l'origine donc de la naissance de cette première école vétérinaire au monde. Alors, nous sommes à Lyon et il y a 263 ans. Lyon est une grande ville car il y a énormément de commerces, en particulier de la soie, des canuts qui tissent et tous les commerçants qui vont autour. Nous sommes au XVIIIe siècle sous le règne de Louis XV qui a accédé au trône en 1722 dans cette belle ville de Lyon où naît en 1712 Claude Bourgelat. C'est le fils d'un échevin, ce qui signifie c'est un juge populaire en fait, ce n'est pas un juge professionnel, son père, mais il va Marie, votre PowerPoint est figé, pardon. Ah mince, ben je ne sais pas pourquoi alors. Depuis le début? Là, j'en suis où? Vous êtes à la slide de départ. Là, est-ce qu'elle passe? Non. Mais comment ça se fait? Bon, attendez, je recommence, je vais repartager. C'est bon, ça passe, ça passe. Ah bon, mais alors là, j'y suis plus dessus. Partager, vous allez me dire? Là, est-ce que ça passe? Est-ce que vous voyez? Là, on voit Claude Bourgelat, père de la médecine et de l'enseignement vétérinaire. Non. Ah ben alors ça… Et après, là, par exemple, ça passe? Je suis vraiment désolée, messieurs, dames. Non, je vais essayer de reprendre la main. Oui, essayez de reprendre la main si ça ne vous embête pas. Là, vous ne voyez pas passer les diapositives. Il n'y a rien qui bouge. Je vais essayer de partager. D'accord, d'accord, très bien. Je suis désolée. Arrêtez le partage. Alors, j'arrête le partage. Vous en sortez, Amandine? Oui, ça arrive, c'est long. Merci, je suis désolée. Donc, pour meubler un peu, si c'est tel est le cas, vous pouvez me le mettre en présentation. Est-ce que vous voyez mon écran? Tout à fait. Donc, est-ce que là, ça défile? Oui. Bon, alors je recommence. On est sur la première slide et puis j'essaierai de vous suivre. D'accord, je vous dirai slide à ce moment-là. Voilà. Je vous dirai Donc, on peut continuer. On peut continuer. Je remercie tout le monde d'avoir été patient. Donc, avancez un peu, puisque nous en étions… Ah, ça défile pas. Oui, à l'histoire. Donc, on en était, on avance encore un petit peu, puisque nous étions à Lyon, ensuite encore passé sous le règne de Louis XV. Nous sommes au XVIIIe siècle. Vous pouvez passer. Et
Claude Bourgelat, donc, va perdre son père à 7 ans, mais donc il y a des problèmes d'héritage. Toutefois, s'il vous plaît, il va pouvoir être éduqué chez les cadets des mousquetaires. En fait, il va devenir militaire pendant un certain nombre d'années, et puis avocat, on pense à Toulouse, puis à Grenoble, mais on connaît peu de sa vie. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'il va rentrer dans l'univers du cheval en ayant le brevet et la charge d'écuyer du roi. Ça ne signifie pas qu'il va chevaucher aux côtés du roi, mais qu'il va avoir l'opportunité d'être directeur de l'Académie d'équitation de Lyon. Et on voit qu'il rentre dans l'univers du cheval, mais ce n'est pas pour ça qu'il créera la première école. Il aura également la charge d'inspecteur des haras pendant de nombreuses années. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est directeur de cette Académie du Roi? Elle sert à quoi? Elle sert à éduquer les gentilshommes et elle se situe à Lyon, rue du Manège, qui est devenue la rue Bourgelat. Nous avons cette pierre encore à l'école vétérinaire qui est incrustée dans le mur qu'on a récupérée au moment d'une destruction d'un bâtiment. En fait, cette Académie du Roi, ça servait aux jeunes nobles, ce qui était nécessaire, aux gentilshommes, la danse, les bonnes manières, l'art équestre, les mathématiques et à savoir se battre. Suivante. Donc, il reste encore une petite stèle qui indique rue Bourgelat, en fait, qui indique qu'il y avait cette académie d'équitation. C'est certainement ici qu'il va commencer à apprendre l'art de diriger, en fait, un établissement. Mais on poursuit et il s'avère qu'il connaît beaucoup sur le cheval. Il y a des écrits déjà, qui sont des écrits anciens du XVIIe siècle, du duc de Newcastle, qui a écrit le Newcastle, qui est un traité de cavalerie. Mais quand Bourgelat se penche sur ce traité, il se rend compte qu'il y a énormément de choses erronées. Et il réécrit ainsi le nouveau Newcastle. Et il en sera de même pour de nombreux autres ouvrages qu'il écrira de telle façon à rétablir la vérité scientifique. Passons. En effet, quand il regarde les planches anatomiques, il y voit de nombreuses erreurs anatomiques. Et de ce fait, comment faire une bonne biomécanique du cheval, c'est-à-dire comment se déplace le cheval, si on n'a pas la bonne indication. Et en conséquence, il va donc s'appliquer à refaire l'anatomie du cheval de telle façon à rétablir les vraies règles de l'art équestre. Passons. Pour ce faire, il va collaborer avec les chirurgiens de Lyon, de l'Hôtel-Dieu. Et ces chirurgiens, quant à eux, suivante, ils connaissent très bien l'art de la dissection sur l'humain. Mais lui, il va disséquer en particulier des chevaux avec ses chirurgiens qui vont lui enseigner. Ici, ce n'est pas Claude Bourgelat ce n'est pas lui qui est sur ce dessin. Alors, on passe. Il va donc ainsi pratiquer de nombreuses dissections animales, suivantes, ce qui va lui permettre d'atteindre 3 objectifs. Alors, il se rend compte qu'il y a une similarité, comme il le dit, entre la machine humaine et la machine animale. En effet, il y a de grandes ressemblances et on voit, selon lui, qu'il y a une différence entre l'approche empirique antérieure où on énonçait des vérités mais qui n'avaient pas de fondement et son raisonnement scientifique qu'il va suivre. Est-ce là qu'il y a l'opportunité de créer la profession de médecin des animaux? C'est fort possible que déjà, il y en a les prémices. Suivante. Il y a donc naissance de ce qu'on dira la biopathologie comparée, mais on va revenir là-dessus. Alors, il va écrire de très nombreux écrits, donc ouvrages, dont les éléments diatriques, c'est-à-dire des traités sur la connaissance du cheval, de la médecine, son anatomie, sa physiologie, la pathologie, l'hygiène, la thérapeutique, l'élevage. Nous sommes en 1750, encore un peu loin de la création de l'école, mais pour cela, conduit à le faire connaître dans toute l'Europe. Il a une approche scientifique
qui fait appel à l'expérience, l'observation, le raisonnement, l'analyse et la déduction. C'est l'opposé de l'empirisme, c'est vraiment la démarche scientifique. C'est un vrai scientifique. Il est tellement connu, en fait, pour sa science, qu'il va devenir correspondant de l'Académie royale des sciences de Paris, qui siège au Louvre. Et puis, on sait que nous sommes au siècle des Lumières, il y a l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert va l'appeler pour lui demander d'être contributeur de cette encyclopédie pour rédiger les articles en lien avec la science du cheval, l'art équestre, la médecine et la chirurgie. C'est une véritable reconnaissance de sa valeur scientifique et il va donc participer activement à cette encyclopédie. Suite. Mais c'est sa rencontre avec Henri-Léonard Bertin qui va décider de l'ouverture de cette école. Il arrive, ce Bertin, en 1754, comme lieutenant de la généralité de Lyon, c'est-à-dire c'est le préfet. Il ne va pas y rester longtemps, remontant par chance, et vous le verrez, à Paris, en tant que lieutenant général de police, c'est-à-dire, ça correspondrait à notre ministre de l'Intérieur, puis ensuite ministre des Finances. Et, suivant, il va y avoir une grande amitié qui va se lier entre Claude Bourgelat et ce Bertin. Ils ont les mêmes convictions. Ils se rendent compte qu'il y a un grand intérêt pour l'économie rurale du royaume de créer une profession qui pourrait lutter contre les maladies du bétail. Pourquoi? La peste bovine fait en effet des ravages en France et la famine fait rage. Non pas parce qu'on mangeait les bovins, non, non, ils servaient pour leur lait très certainement, mais également ils servaient pour faire les labours. Il s'agissait aussi, avec leurs fesses, d'enrichir les pâtures, mais il n'y avait personne pour s'occuper de prévenir ou traiter la maladie. Bertin et Bourgelat sont d'accord, je les fais parler bien sûr, il faut des professionnels pour aller sur le terrain, soigner les bestiaux. Simplement, on est à Lyon, je vous le rappelle. Mais il s'avère qu'Henri-Léonard Bertin est de retour à Paris, à Versailles, et il va rencontrer Louis XV. Et le persuader de la nécessité d'ouvrir cette école à Lyon. Et donc, il va y avoir un arrêt du Conseil du Roi au 4 août 1761, alors on ne voit pas très bien, on va le lire un petit peu plus près, qui permettra d'ouvrir une école où l'on enseignera publiquement, c'est une école publique, les principes et la méthode de guérir les maladies des bestiaux. Au départ, vous ne voyez, il n'est plus question de cheval, ce sont les bestiaux qui intéressent en fait notre roi. Ce qui procurera insensiblement à l'agriculture du royaume les moyens de pourvoir à la conservation du bétail dans les lieux où cette épidémie, il s'agit bien de la peste bovine qui désole les campagnes. Celle-ci ne sera éradiquée complètement qu'en 2011. Alors, que se passe-t-il? La première école vétérinaire au monde est créée. Il faut quelques mois. Donc, on est en 1762 à présent pour trouver l'auberge Logis de l'Abondance. C'est un ancien relais de poste, grande rue de la Guillotière, où il y a une première promotion, donc d'étudiants. Généralement, diapo, il faut, pour rentrer, savoir lire et il faut savoir lire et écrire, diapositive, pour pouvoir rentrer dans cette école et faire de la ferrure, savoir ferrer les chevaux, ce qui fait qu'on a beaucoup de fils de maréchaux ferrants. En 1774, il y aura un dortoir. Jusqu'à présent, ils devaient dormir dans la ville, mais cet dortoir sera assez étriqué et contraire à la morale, on dit. Et il y a un très beau potager au départ de l'auberge qui devient un jardin botanique dans lequel les Lyonnais aiment le dimanche se promener. Les matières enseignées sont pas très nombreuses, s'il vous plaît, non? Les matières enseignées, retour, sont pas très nombreuses. Cours d'anatomie, anatomie des os, des muscles, des viscères, préparation anatomique, anatomie comparée, de la botanique et pharmacie, de la matière médicale, c'est-à-dire comprendre le principe actif, cours de l'extérieur des animaux et du choix des animaux, ce sont des animaux de rente. Alors bien sûr, on s'occupe des chevaux, hein, déjà aussi, en tant que vétérinaire, des cours de forge, des cours de maladies internes-externes, les parasites aussi, des cours de bandage et opérations. Il s'avère, photo suivante, que encore, s'il vous plaît, eh bien, cette peste bovine va disparaître en 1764 du royaume de France. Est-ce l'effet de l'intervention des étudiants sur le terrain ou bien le décours normal d'une épidémie? On l'a vu pour le Covid,
elle apparaît, elle disparaît. La disparition sera seulement provisoire, mais, diapo suivante, eh bien, le roi Louis XV entend cette réussite et érige l'école au rang de royale, école royale vétérinaire de France. Diapo suivante. On le voit dans cet arrêt du Conseil du roi où cette école prend ce titre de royale en 1764. Suivant. Il y a une seconde école vétérinaire qui va être créée aussi par Claude Bourgelat. Il devait créer toutes les écoles vétérinaires, il n'aura le temps d'en créer que 2, sur le domaine d'Alfort. Et il y a un château qui n'existe plus aujourd'hui, mais l'école vétérinaire d'Alfort existe toujours. Et cette école donc, sera créée 4 ans après la première. L'école de vétérinaire de Lyon, quant à elle, va déménager de la rue de la Guillotière pour atteindre les quais de Saône dans un couvent très joli, Sainte-Élisabeth des Deux Amants, où il restera un certain nombre d'années, mais on voit, avec la colline derrière, pas possible de s'étendre. En conséquence, cette école va déménager sur un 3e site à Marcy-l'Étoile, l'ouest lyonnais, où devaient rejoindre d'autres facultés et universités qui devaient faire un campus universitaire de l'ouest lyonnais, mais il n'y a que l'école qui est restée sur place. Alors, diapo suivante, on voit que cette école a été rénovée d'un point de vue énergétique et elle a changé d'allure, elle a beaucoup plus fière allure. Suivante. On voit des punitions dans cette école. Alors, on est en 1849, alors afficher les punitions, Amandine, et on voit que la vie à l'école vétérinaire, eh bien, c'était sévère. Pour un étudiant qui avait fumé aux latrines, qui était rentré en retard, qui troublait l'étude, et un habitant en mauvais état pour assister à la messe. Est-ce impensable? Ensuite, d'autres qui sont assez amusantes, et c'est pour ça que je les consigne, allez-y. Il y en a qui fumaient la pipe dans la salle d'études, dans la chambre, qui n'avaient pas présenté de boîte de scalpel ni de trousse, avaient manqué au dîner, avaient joué aux cartes, avaient un habit sale à la revue du dimanche. Il devait se présenter le dimanche, très certainement. Il portait une chemise de couleur. Un autre s'était absenté de la clinique et des retards étaient déplorés ensuite. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus tranquille à l'école. Alors, on peut créer un véritable arbre généalogique des écoles vétérinaires à partir de l'école de Lyon, puis Alfort en 1765, et on voit les autres écoles vétérinaires qui sont les écoles européennes qui se sont créées. En fait, ce sont des étudiants qui ont été acceptés par Bourgelat dans Lyon et Alfort pour se former et repartir dans leur pays, créer leur propre école. À Londres, en revanche, c'est un Français qui est monté créer son école, sinon ce sont des gens des pays étrangers qui ont créé leur propre école dans leur pays. Alors, diapositive, après Lyon et Alfort, il y aura l'école de Toulouse et de Nantes qui seront créées, ce qui fera 4 établissements français publics, parce qu'il y a une 5e école, mais elle est privée, avec un cursus vétérinaire. Lyon s'appelle VétagroSup, Nantes s'appelle Oniris Vétagrobio, et les 4 écoles donc travaillent ensemble pour l'enseignement de la médecine vétérinaire à Lyon, Paris, Nantes et Toulouse. Alors, si on suit un petit peu l'histoire, on va voir que cette école vétérinaire de Lyon, créée en 1761, va changer de nom. Vous vous rappelez, école royale vétérinaire, après la 1764, après disparition provisoire de la peste bovine, 1762, installation à la Guillotière, et la Révolution arrive. 1789, les nobles perdent leur tête, l'école perd son titre de royale, devient école nationale vétérinaire. 1795, installation à Vèze sur les quais de Saône. 1804, Napoléon Ier, il la dénomme école impériale vétérinaire de Lyon. Mais pour les Lyonnais, eh bien, le diplôme est déprécié. Il ne s'agit plus qu'un diplôme de maréchal vétérinaire. En 1813, on dénigre un peu cet enseignement de Lyon, alors qu'à Paris, c'est vraiment encore les vétérinaires de haute gamme qui sont formés. Il faut savoir que Bourgelat avait même voulu fermer l'école de Lyon pour se rapprocher il était à Paris, c'était le directeur de Paris, mais il ne voulait plus entendre parler de la province, c'était beaucoup plus prestigieux. En tout cas, il s'avère qu'il y a ensuite la royauté qui revienne, où on va rétablir le titre de royal vétérinaire, mais aussi un seul diplôme vétérinaire, quelle que soit l'école. Ensuite, Louis-Philippe Ier, ça se termine,
on obtient une deuxième république avec Louis-Napoléon Bonaparte, qui avant d'être empereur est un président, pas l'équivalent. Et elle redevient école nationale vétérinaire, mais quand il devient Napoléon III, elle redevient impériale. Ensuite, en 1871, elle devient École nationale vétérinaire de Lyon. Et puis ensuite, en 2010, il y a la fusion de l'École nationale vétérinaire de Lyon avec l'École d'ingénieurs agronomes de Clermont-Ferrand et l'École des inspecteurs de santé publique vétérinaire. Et en conséquence, eh bien, elle s'appelle VétAgroSup. Et c'est son nom aujourd'hui. En 2011, nous avons fêté les 250 ans de la création de la profession. Alors, Claude Bourgelat, c'est le créateur de la première école vétérinaire au monde, de l'enseignement et de la profession vétérinaire. Il est à l'origine de tout ça. Et on peut parler de promoteur de la biopathologie comparée. Ce concept que l'on appelle une seule santé, One Health. En effet, c'est bien lui qui dit déjà à cette époque que la médecine de l'homme est utile à celle du cheval et réciproquement. Il dit aussi « Nous avons connu l'intimité des rapports qui existent entre la machine humaine et la machine animale, rapports qui sont tels que l'une et l'autre médecine s'éclaireront et se perfectionneront mutuellement. » Et aujourd'hui, ce concept, c'est ça. Le concept de One Health, c'est qu'il n'y a pas de frontière entre la médecine vétérinaire et la médecine humaine et qu'il y a un partage des connaissances entre les deux médecines. Donc, grâce à Claude Bourgelat, on peut dire que l'enseignement et la médecine vétérinaire sont nés. Les principes fondateurs de la profession vétérinaire sont la démarche scientifique. On l'a vu avec ce Bourgelat qui est une telle démarche scientifique. La médecine comparative. En effet, toujours, l'homme et les différentes espèces étaient comparés. L'éthique, la morale professionnelle et la préoccupation économique. Et d'ailleurs, éthique et préoccupation économique, on le retrouve dans le serment de Bourgelat qui dit qu'il parle aux étudiants, toujours imbu des principes d'honnêteté qu'ils auront puisés et dont ils auront vu des exemples dans les écoles, ils ne s'en écarteront jamais. L'honnêteté fondamentale. Ils distingueront le pauvre du riche. Ils ne mettront point un trop haut prix des talents qu'ils ne devront qu'à la bienfaisance et la générosité du roi. En fait, ils prouveront par leur conduite qu'ils sont tous également convaincus que la fortune consiste moins dans le bien que l'on a que dans celui que l'on peut faire. Donc, on retrouve ces beaux principes. Alors, les écoles vétérinaires françaises, la profession vétérinaire sont toujours reconnaissantes envers Claude Bourgelat, père de la première école vétérinaire au monde et de l'enseignement vétérinaire. Merci de votre attention et merci à Claude Bourgelat et désolé pour les petits problèmes de départ. Je vous remercie. Il y a quelques questions, Jeanne-Marie, mais Oui. Je ne sais pas si vous pourrez y répondre tout de suite. On a notamment des questions sur est-ce qu'il y a une 5e école publique qui va ouvrir en France? Alors, ce n'est pas prévu. Donc, ce n'est pas prévu. Pour l'instant, il y a cette 5e école qui est privée, qui est à Rouen, mais il n'y a pas d'école publique, même s'il y a peut-être, en tout cas, surtout pas d'école publique qui vont venir. Les 4 écoles s'entraident et je vois comme question, il y a oui, nous avons des échanges d'étudiants avec les autres écoles européennes, hein, et même avec d'autres, il peut y avoir donc des stages à l'étranger, il y a des échanges, donc il y a vraiment en plus des associations qui permettent de travailler les écoles vétérinaires mondiales ensemble. Hein. On n'est pas chacun de notre côté. Une école à Limoges, c'est pas d'actualité. En tout cas, peut-être que vous en avez entendu parler parce qu'il y avait un politique qui voulait ouvrir, mais c'était plutôt une fin de cursus ou des stages, mais pas ça. Le principe, One Health est communément admis dans le monde entier. En effet, ce principe de une seule santé, c'est vraiment aujourd'hui, avec l'émergence, par exemple, du Covid, on s'est rendu compte, une seule santé, ça fait appel aux maladies transmissibles de l'homme à l'animal. On soigne l'animal pour prévenir la santé humaine, pour éviter ce qu'on appelle les zoonoses, les maladies qui se transmettent de l'homme et l'animal. Donc c'est vraiment ce concept One Health, vous le voyez, si vous tapez sur Internet, il est repris par tout le monde.